faut pas croire qu'on s'est fermé les portes en faisant ces formations-là et ces études-là. Je pense qu'on peut encore tout faire. Quand on a la faculté et l'envie surtout de s'adapter, on est capable ensuite de certainement faire beaucoup de choses. Vous écoutez Drop the Cutch. Eh bien, bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture qui exercent désormais dans un autre domaine. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir un jeune diplômé, ingénieur à Strasbourg et cofondateur d'un café en Moselle. Salut Rémi, bienvenue dans le podcast. Merci de faire cobaye pour ce premier numéro du podcast. Merci à toi de m'accueillir et de m'avoir proposé ça. Alors, pour résumer un petit peu qui tu es, alors tu t'appelles Rémi Meyer, t'es archi-ingé. C'est ça. T'as été diplômé ingénieur en 2016 exact. Et architecte en 2018. Et donc maintenant, t'as choisi de travailler en tant qu'ingénieur chez OTE. Et t'es aussi, en parallèle, cofondateur d'un restaurant en Moselle à Großblittersdorf. Großblittersdorf, ouais, je t'aide un petit peu à le prononcer. C'est plus facile. Qui est à la frontière allemande, plus au nord. C'est même plus oui, c'est en Moselle, c'est plus en Alsace, du coup. Dans la région de la Lorraine. Et du coup, est-ce que tu peux, pour commencer, nous rappeler rapidement ton parcours à l'INSA ? Ok. Je suis rentré à l'INSA en 2011, donc j'ai fait mes études en Lorraine, dans un lycée à Sarreguemines, qui est près de là où j'habite, où mes parents habitent. Bah, t'es originaire de la région. Exactement, ouais, de la région de Sarreguemines, dans un petit village qui s'appelle Kallenbronn. Je pense que peu de monde connaissent, c'est en Moselle-Est. Et je suis rentré donc à l'INSA en 2011 avec ce projet, déjà à l'époque, de faire ce double cursus à ingé archi, qui existait déjà à l'époque, sous une autre forme, mais qui existait déjà. Et 2011, diplôme génie civil en 2016. J'avais déjà suivi des cours en parallèle du cours en archi, c'était le principe du double cursus à l'époque. Et archi 2018, du coup voilà. Et à la suite de ça, j'avais donc fait mon projet de fin d'études ingé chez OTE Ingénierie, qui est un bureau d'études pluridisciplinaire dans le bâtiment à Illkirch, dans la région de Strasbourg, en 2016. Et je suis rentré du coup là-bas en 2018 suite à mes études d'archi pour démarrer mon parcours, on va dire, professionnel du bâtiment en tant que responsable travaux chez OTE. Et du coup, c'est un pur hasard d'avoir choisi l'ingénierie. C'était en continuité du PFE ou t'avais vraiment envie d'arrêter l'architecture dans un premier temps On va dire que c'était un petit peu des deux. Alors pas forcément un arrêt de l'architecture, mais effectivement, chez OTE, j'avais fait donc 6 mois de stage de PFE où je me sentais bien. Ils m'ont reproposé quelque chose et voilà, je me voyais démarrer là-bas ma carrière pour acquérir d'une certaine façon une bonne expérience parce que c'est un BE qui on va dire, qui a son poids dans la région, qui a ses beaux projets. Et c'est vrai qu'à la suite des études d'archi, comment dire, j'étais peut-être un petit peu fatigué de ça, peut-être que ça m'avait un petit peu fatigué, c'est le mot, je pense, suite aux 2 années passées, au PFE qui est aussi un moment un petit peu difficile à passer en archi, cette étude, toute cette pression qu'on se met avec son projet de fin d'études en septembre. Et d'une certaine façon, j'avais ce côté ingé chez OTE et mon côté créatif pouvait, on va dire, s'exprimer via le projet Côté Canal qui a vu le jour, qui a démarré en 2016 et qui a vu le jour petit à petit et voilà. Du coup, juste avant de parler de Côté Canal, tu peux préciser, parce que je pense que c'est flou pour la plupart des étudiants, en quoi ça consiste ton travail en ingénieur génie, enfin en ingénieur chez OTE, c'est du suivi de chantier ? Ouais, c'est ça. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de définir un seul métier à partir du diplôme d'ingé génie civil qu'on peut avoir en sortant de l'INSA ou ailleurs d'ailleurs. On a une multitude de possibilités de travailler dans ce domaine-là, et le mien, ça a été de choisir la partie plutôt travaux, donc plutôt chantier. Donc le nom exact, c'est responsable travaux. Et si tu veux, dans un projet, on a plusieurs phases. On a grosso modo 2 phases. Une grosse phase études, une grosse phase travaux. Au début, on est dans une équipe de maîtrise d'œuvre, avec un client qui exprime son besoin, on fait une conception de projet. On arrive sur un certain moment où il faut passer à la phase travaux, la phase réalisation. Et c'est là où moi j'interviens. Et donc je prends, on va dire, le projet à ce moment-là. On va être dans la partie coordination des travaux, planification. Il y a une grosse phase de planification. Donc on va faire le planning du déroulé des travaux. On va organiser les tâches entre elles. On va choisir un certain phasage. Selon les travaux, selon les projets, ça peut être plus ou moins complexe. Et tout au long du projet, tout au long du chantier plutôt, on va le suivre. On va gérer les problèmes qui vont arriver. On va gérer, selon les missions, les synthèses techniques. On va gérer les problématiques
voilà, un tel est pas arrivé à l'heure, un tel n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas la bonne information pour faire, etc. Et tout ça jusqu'à la réception du chantier. Et à partir du moment de la réception, on le donne au maître d'ouvrage, on le donne au client. Et à partir de là, notre mission s'arrête en quelque sorte. Donc toute cette partie-là, c'est mon travail de tous les jours. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment la relation, on va dire, pluridisciplinaire d'une part. Donc on va gérer du lot gros œuvre au carrelage, en passant par le lot électricité, par le lot chauffage, etc. Et au-delà de la partie pluridisciplinaire, c'est la partie, on va dire, multitude de relations sociales. On va gérer avec un conducteur travaux, avec un chargé d'affaires, avec un chef de chantier, avec les ouvriers sur place, avec le client, etc. Donc on a énormément de relations sociales à gérer. Et ce management-là est vraiment intéressant. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Du coup, c'est un métier de terrain vraiment. C'est vraiment un métier de terrain. Toute la semaine, la technique que tu apprends à l'école, si tu veux, qui est extrêmement accès études à l'INSA. On va faire du béton armé, on va dimensionner une poutre en béton armé, la nappe supérieure, la nappe inférieure, les différents pivots, bref. Tout ce truc-là, aujourd'hui, je l'utilise plus. J'ai besoin un peu de ces notions-là pour savoir où on va quand on fait un projet. Ça me sert aussi quelque part c'est une méthode de travail qu'on m'a enseignée. C'est plus ça que j'en retiens aujourd'hui. C'est que c'est une méthode d'analyse, la manière de poser les choses, la manière de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est vraiment ça que je ressors de ma formation. Plus que la partie purement technique, en tout cas moi dans mon travail, dont je me sers pas tous les jours. Mais finalement, les études sont pas le reflet du métier que tu pratiques après. C'est ça. Ça peut en rassurer certains d'ailleurs, que c'est pas parce qu'on a vu des choses très très précises pendant les études qu'on est obligé de les faire derrière dans son travail. Au contraire. Et du coup, t'as toute cette partie ingé, et comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as fondé en parallèle, enfin cofondé, un restaurant du coup côté canal. Ouais, c'est ça. Et ça a commencé en 2016. 2016, ouais, 2016, donc avant ton diplôme d'archi. C'est ça. Alors c'est plus, on rectifie souvent, c'est plus un café. On n'a pas le statut de restaurant. On n'a pas le statut de restaurant. On veut pas se dire restaurant. Mais c'est vrai que pour revenir un peu en arrière, donc je suis originaire de la région de Sarreguemines, dans la Moselle-Est, et avec un de mes meilleurs amis qui ont des proches depuis le collège. Eh ben, on a un projet en 2015-2016. Lui, il achète un bâtiment dans le village dont il est originaire, à Grosse-Villerstroff, pour ceux qui savent prononcer. Et il se lance. Voilà, c'est ça. Et il se lance dans ce projet de réhabiliter ce bâtiment avec plusieurs fonctions, plusieurs usages. Des bureaux, des logements et un potentiel commerce à l'arrière du bâtiment qui donne sur la Sarre, qui donne dans un cadre de verdure assez exceptionnel. Et c'est en 2015-2016 que je rentre un petit peu là-dedans. On commence à monter ce projet. Au début, je ne suis on va dire qu'une aide. Je suis là pour lui donner un petit peu conseil parce que voilà, je commence à m'y connaître un peu dans le bâtiment et lui pas forcément. Il n'est pas du milieu. Et au fur et à mesure, l'idée un peu se précise et on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel de café, d'espèces de café alternatif à l'arrière qui pourrait permettre de servir de la restauration, mais de la petite restauration toute la journée, du café, de la bière, du vin, avec différents prospects, donc différents clients potentiels qui seraient des Allemands, des Français, des cyclistes, des sportifs, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est vraiment sur ce concept-là un petit peu varié qu'on s'est lancé pour, à partir d'un bâtiment existant, plein de charme, créer ce café qui s'appelle maintenant Côté Canal, qui a ouvert en juin 2018 et voilà. Mais du coup, il n'y a plus le programme de bureau Si, tout ça existe dans le bâtiment. Si tu veux, c'est une grande bâtisse. On est à peu près en surface à pas loin de 600 mètres carrés. Et il y a une partie à l'avant du bâtiment qui a des bureaux qui sont loués, un logement qui est loué, un petit local commercial qui a été loué aussi. Et à l'arrière, on a un studio qui est occupé aujourd'hui par Lucas, qui est mon principal associé, et le commerce derrière, Côté Canal, qui est en fonctionnement, quoi. Donc on a plusieurs lots dans ce bâtiment. Ok, et c'est quand même une place de choix, c'est juste à côté de l'église, ça doit être Exactement, au centre-ville. Et c'est clairement le départ de notre concept, c'est basé sur le lieu. C'était vraiment le point de départ, c'est-à-dire que le lieu, on le trouvait exceptionnel, on le trouvait plein de charme, on le trouvait avec énormément d'avantages par rapport à l'emplacement. On est pile à la frontière franco-allemande. Aujourd'hui, on a autant d'Allemands que de Français, voire plus d'Allemands potentiellement. Et le cadre au bord d'une piste cyclable, en bord de Sarre, donc un cadre vert, aucune voiture à proximité. On a tout le charme du bâtiment existant qu'on a voulu vraiment exploiter. C'était tout l'enjeu architectural. C'était toutes ces vieilles pierres qui nous plaisaient, tout ce cadre. Comment le mettre en valeur, mais comment aussi le rendre fonctionnel. Et c'était un petit peu tout le travail à ce niveau-là. J'ai vu que vous avez quand même pas mal démoli de l'existant, mais vous essayez de conserver quand même les pierres de... C'est ça, ouais. Si tu veux, au départ, et on trouve les photos sur Internet, il me semble, il restait vraiment que les murs en pierre et une vieille charpente.
On aurait pu garder la charpente, mais pour des questions structurelles, on a voulu la refaire parce que c'était pas forcément pérenne dans le temps. Mais c'est vrai que tout le charme des vieilles pierres, on les a gardées. Même des fois, à devoir démolir un mur pour le refaire à l'identique, pour pouvoir le consolider à l'arrière. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a voulu garder, ce sont essentiellement les pierres, et c'est ce qui reste aujourd'hui, et c'est ce qui fait le charme principal du commerce. Et tu m'as dit, vous êtes 2 à... Alors on est 4 associés au final. On était au départ, il y en a un principal qui s'appelle Lucas, qui a lancé le projet en achetant le bâtiment. Je suis venu petit à petit dedans parce que voilà, mon intérêt pour le bâtiment, pour l'architecture, pour les travaux a fait que il m'a demandé conseil et j'ai petit à petit été introduit dans ce projet. Et on a eu ensuite Nicolas qui est plus responsable marketing et communication qui a rejoint le projet. Et enfin Pauline qui elle est vraiment responsable de la cuisine. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant avec ce projet, c'est qu'on est 4, enfin on a tous moins de 30 ans, hein, aujourd'hui on est extrêmement jeunes, 4 jeunes qui se sont lancés là-dedans, personne n'avait d'expérience, au final personne ne savait comment marcher un café ou un restaurant ou un commerce, mais on a eu un peu cette audace-là, je pense, et cette ambition, et cette complémentarité-là finalement, parce qu'on avait tous des domaines de compétences différents, qui a fait, je pense, la réussite du projet. On avait chacun notre pierre à apporter à l'édifice, à nos niveaux différents. Voilà. Et du coup, toi, finalement, tu t'es, plus qu'un rôle de conseil, tu t'es finalement occupé vraiment de la partie pleinement architecturale du bâtiment. C'est ça. Au départ, c'était plus un accompagnement pour le démarrage du projet, l'achat du bâtiment, un peu de bureau, un peu de logement. Donc je donne mes avis, j'ai fait quelques plans, quelques perspectives, etc. Et au fur et à mesure, les choses se sont précisées à l'arrière. Et ben, on a eu chacun, on va dire, nos missions respectives. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse partie du projet qui passait par une réhabilitation lourde. Hein. Je veux dire, on a gardé que des murs en pierre. Tout le reste a été à créer, à concevoir, à dimensionner, etc. Et ça a été ma mission principale, on va dire. Jusqu'à l'ouverture. Et après l'ouverture, aujourd'hui, on a d'autres projets qui sont en cours. On a déjà un peu, voilà, une partie, on va dire, maintenance, optimisation en cours de chemin. Et là, aujourd'hui, on a d'autres projets qui sont un agrandissement, une salle en plus, une relation avec un autre local commercial qui sera un caviste installé, etc. Donc tout ça, à moi aussi aujourd'hui de l'avoir en mission et de le gérer, quoi. Et ça te prend combien de temps environ dans une semaine de gérer? Est-ce que c'est un travail ponctuel qui vient, enfin des missions spécifiques qui viennent ponctuer ta vie, ou alors c'est vraiment il y a un travail quand même régulier à produire? C'est un peu dur à dire. On va dire que forcément dans la partie travaux et dans les derniers mois avant l'ouverture, on a ouvert le 8 juin 2018, c'était très dense. Je pouvais y aller 2 à 3 fois par semaine. Donc cumulé à la semaine de cours, je vais être transparent, il y a des fois où il y a des jours des cours qui sautaient pour que je puisse aller à côté canal parce qu'on ouvrait dans un mois et que c'était l'urgence, etc. Ça s'est un petit peu calmé ensuite et ça peut reprendre, on va dire, pas mal d'importance en ce moment parce qu'on prépare une extension dont les travaux devraient démarrer en janvier. Donc chaque semaine, on va dire, j'y travaille, j'y réfléchis à un investissement plus ou moins différent. Voilà, ça dépend. Mais chaque semaine, je suis en relation avec eux toutes les semaines, on discute toutes les semaines, on s'appelle presque toutes les semaines. Le travail, il est là toutes les semaines parce qu'on ne parle pas que de travaux, on parle aussi de choix stratégiques pour l'entreprise, de choix au niveau de la masse salariale, tout ça, j'y participe aussi d'une certaine façon. Évidemment, à beaucoup moindre investissement par rapport à ceux qui sont sur place. Mais quelque part, on est une équipe, donc on se consulte de manière régulière. Les 3 autres sont à plein temps sur Alors le projet? les 2 autres, il y en a 2 qui sont à plein temps, Lucas et Pauline, respectivement, on va dire le gérant et celui qui est plus sur la partie bar, etc., et qui s'occupe plus de la gestion générale, et Pauline qui est en cuisine. Eux sont à plein temps. Nicolas, c'est un petit peu différent, il a beaucoup aidé, mais voilà, c'est pas son travail principal, là il cherche un travail à côté. Voilà. Et du coup, il y a quand même une idée, j'ai vu que votre concept, c'est de faire quand même des choses, d'insister sur le côté local, fait maison, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'était dès la construction aussi, parce que j'ai vu que vous aviez travaillé avec un ferronnier de la région. Ouais, d'après ce que j'ai pu trouver, j'ai pas trouvé d'autres infos sur les autres corps d'État, mais du coup, est-ce qu'il y avait même dans l'archi une volonté de faire travailler des gens locaux avec des matériaux plutôt locaux? Clairement. Alors déjà d'une parce que quelque part on s'est rendu compte que c'était plus simple de faire appel à des gens qui étaient pas loin, qui savaient se rendre disponibles, qui connaissaient les matériaux du site, qui savaient travailler avec des vieilles bâtisses de ce type-là. Du gros œuvre, je veux dire, au lot de finition,
c'était évidemment des gens qui étaient dans un rayon de 50 km, on ne pouvait pas faire autrement. C'est voilà, déjà parce que je pense que ça les intéressait plus que d'autres. Pour eux, c'est une vitrine aussi, d'une certaine façon. On ouvre un commerce qui marche très bien, regardez ce que j'ai fait, etc. Donc pour eux, c'était avantageux. Pour nous, ça l'était aussi parce qu'on avait une vraie expertise locale, une vraie disponibilité. Et c'est vrai qu'on a voulu, dès les travaux, travailler avec un peu cette relation locale. Un ferronnier qui était un ancien des houillères, hein. Les houillères, pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà c'était vraiment le noyau industriel et d'emploi à l'époque dans la région. C'est tout ce qui était mine de charbon, etc. Donc c'est un mec qui a bossé là-bas, qui nous a fait toute la partie ferronnerie, avec qui on a gardé un très bon contact, et un ancien qui nous a appris plein de choses. Ça, c'est pour la partie travaux. Et pour ensuite la partie, on va dire, concept du commerce en tant que tel, eh ben, on cherche autant que possible à travailler avec des producteurs locaux, avec des mecs, des maraîchers du coin, avec un producteur, voilà, le caviste, il est vraiment du village, etc., avec qui on garde des relations proches. On a besoin de ça. On a toujours un petit peu défini on va dire, nos fournisseurs plutôt comme des partenaires, parce qu'ils avaient autant à nous apporter de choses que nous, on pouvait leur apporter en retour de clientèle et de chiffres et tout ça, mais ils avaient vraiment un savoir à nous apporter. On a vraiment voulu travailler là-dessus. On était conscient qu'on n'était pas des experts dans le domaine, donc on avait besoin d'être accompagnés. Et ça, les gens ont joué le jeu et ça a très bien marché. C'est pour ça qu'on a aussi basé notre relation sur on va dire, des circuits courts et des relations proches, parce que c'est comme ça que ça marchait. Et j'ai vu que du coup, le menu proposé à la carte il changeait assez souvent et était conditionné un petit peu par les arrivages de produits. C'est un petit peu ça. Alors effectivement, on n'a pas de carte fixe en restauration. C'est aussi pour ça qu'on n'aime pas se définir comme un restaurant. À la base, le concept, ça fera rire ceux qui connaissent, qui nous entendent, c'était café, fast-food, bar à vin. Donc la partie café, des gâteaux toute la journée, des gâteaux qui sont toujours faits maison. On peut boire un café, un soda quand on veut toute la journée. Fast-food, donc des produits de la petite restauration, qui est souvent rapide, qui est pas forcément très copieuse, mais qui essaie d'être bien travaillée et bien équilibrée. Et une partie bar à vin, on avait une gamme de vins un peu plus élaborée, on essaie de travailler avec des produits de qualité en termes, par exemple, de planches apéritives, etc. Et c'est vrai que du coup, c'était un peu nos trois concepts-là, et donc notre restauration n'a pas de carte fixe. On a évidemment des produits qui se répètent, parce qu'il y a des gens qui demandent des choses qui vont plus et qui reviennent. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a, avec les stocks qu'on a, avec l'envie, avec un petit peu la saison, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui demande du temps, mais finalement qui apporte un vrai plus, je pense, à notre concept. J'imagine. Et oui. Et si je reviens juste un petit peu en arrière au niveau de la conception, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu qu'au niveau il faut que je retrouve, de l'aménagement d'un comptoir extérieur, vous aviez mis en place un concours d'architecture public. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a intrigué, parce que je me suis dit, finalement, si c'est toi l'architecte, pourquoi lancer ce concours, et il était destiné à qui? Enfin, c'est qui a participé? C'est plutôt des étudiants ou des locaux Alors c'est marrant, parce que cette idée-là, au début, elle est presque venue, je veux dire, d'une impasse, en disant, bah voilà, on a un besoin à un moment donné de faire peut-être un comptoir extérieur. On se rend compte qu'à l'intérieur, ça nous prend beaucoup de place, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose dehors. On avait nos idées, j'avais déjà dessiné des choses et tout ça, et on s'est dit, mais pourquoi pas, aussi pour un coup de com', hein, quelque part, hein, clairement, c'était un coup de communication, de dire, ben on va demander l'avis, étant donné qu'on avait déjà un peu créé une communauté autour de notre commerce, ben on va demander l'avis aux gens. Et là, on s'est dit, ben pourquoi pas carrément jouer un peu le coup du concours, quoi. Voilà, un appel à idées, chacun présente des projets, etc. Et c'est vrai que c'était assez marrant de lancer ça, de faire un petit cahier des charges. Alors il y a eu différents gens qui ont répondu. Il y a eu un paysagiste du coin qui est professionnel, qui a sa boîte, qui a répondu avec un petit projet. Ceux que je me souviens, il y avait un serrurier du coin, etc. Et il y avait des étudiants, il me semble, de Strasbourg qui avaient répondu. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir les idées des gens qui étaient plus ou moins externes, qui connaissaient plus ou moins le lieu. Et ça nous a permis d'un peu de conforter notre idée là-dedans. Alors, pour la petite histoire, aujourd'hui, on n'a pas encore réalisé ce comptoir extérieur. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément encore, on va dire, les moyens de les mettre en place, pas forcément financiers, mais plus organisationnels, parce que ça veut dire quelqu'un dédié à 100% à l'extérieur, qui fait par exemple que des classes ou que des boissons à l'extérieur, et ça, on n'a pas encore réussi à le mettre en place. Mais cette idée, elle est loin d'être perdue. Aujourd'hui, on grandit d'année en année, hein, ça fait que 3 ans qu'on est ouvert, donc je pense qu'un jour, on y arrivera. Et c'est vrai que lancer ce petit concours, ça a permis d'avoir une relation un peu plus proche avec nos clients ou les gens qui nous suivent, et quelque part les faire participer au projet eux aussi.
Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qui nous tient toujours à cœur aujourd'hui, d'avoir cette relation assez proche avec les gens qui nous suivent. Et après 3 ans, vous avez réussi à fidéliser une clientèle, ou alors c'est vraiment majoritairement des cyclistes de passage sur la voie cyclable, ou alors des gens sur leur bateau qui s'arrêtent Là où on en est assez fier, c'est qu'on a les deux. C'est qu'on a des gens qui nous suivent dès le départ, qui sont des clients fidèles, qu'on voit pour certains tous les jours, pour d'autres tous les samedis par exemple. Et il y a des gens qui sont encore des nouveaux clients qui arrivent, encore cet été, tu vois, des gens qui découvrent le concept. Ah oui, alors comment ça se passe? Parce qu'on a un service au comptoir, donc c'est pas forcément courant, etc. Et à qui on explique chaque mois, chaque semaine. Et ça, c'est pour nous un vrai plus et un vrai potentiel. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'arrêter d'interpeller des nouveaux gens et d'attirer des nouveaux clients. Et avec le Covid, vous avez réussi à rebondir cet été? Ouais, vraiment, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Et aujourd'hui, l'été là, qui est le 3e été qu'on a passé, était un très bon été qui a très très bien fonctionné, malgré les mesures. Évidemment, tout le monde portait un masque, on avait du gel à disposition, on avait espacé les tables, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, peut-être que les gens, après 2 mois et demi de confinement, hein, que nous on a dû vivre aussi et pendant lesquels on a dû fermer, ils avaient peut-être une envie de sortir. En plus, l'été a été beau, les gens sont moins partis en vacances. Et ce qui fait qu'on a eu quand même un bel afflux de personnes, et ça, vraiment aujourd'hui on s'en plaint pas, au contraire, on est très content de l'été qu'on a fait. En plus, j'ai vu que vous avez essayé d'organiser des concerts ou des sessions de Exactement, yoga, ouais. des choses comme ça, donc vraiment le bon filon Exactement, et pour ça faire venir les gens. c'est aussi un peu, je pense, une de nos forces, c'est qu'on a encore un petit peu cette envie-là ou cette ambition d'essayer des choses, des nouveautés, et c'est vrai que par exemple, pour cet été, il y a eu le lancement de ce concept de yoga et brunch, c'est-à-dire qu'on avait une intervenante extérieure qui faisait un yoga en extérieur dans un cadre voilà, de nature, de verdure, etc. Le samedi matin de 9 à 10 et à 10 heures, on passait sur une formule brunch, donc on avait une formule complète pour les gens qui venaient, hein, une quinzaine, vingtaine de personnes. Et ça a très bien marché, ça a très bien plu. En parallèle, cet été, on a aussi lancé du coup ces soirées concerts, ce qu'on appelait jazz et flamme, une fois par semaine. Donc on avait un concert souvent de jazz parce qu'on aimait bien et que ça se prête au lieu, et suivi des tartes flambées artisanales au feu de bois toute la journée, voilà, sur un samedi ou sur un week-end. Donc ça a très bien marché. C'est des choses qu'on va évidemment continuer, qu'on va peut-être même améliorer, qu'on va peut-être même agrandir. Mais c'est vrai que l'événementiel, c'est un axe de développement pour nous. Ah bah, ça me donne envie de visiter le Ouais, restaurant. Il faudra que je vienne. C'est Avec 1 heure plaisir, de Strasbourg, hein, tu m'as dit. tu es le bienvenu. Et mais du coup, pour revenir dans la thématique du podcast, pour reprendre un peu de recul, j'aimerais un petit peu avoir ton avis sur l'architecture en général. Bon, j'avais cette question qui est prête pour tous les épisodes, qui était dans quelle mesure l'architecture te sert au quotidien. Je pense qu'on a déjà eu la réponse pas mal à travers le podcast. C'est peut-être plus sur la partie ingé, le fait d'être archi, en quoi ça t'avantage par rapport à tes collègues qui sont entre guillemets que ingénieurs. Ben, c'est vrai que je pense que ça m'apporte dans tous les jours aux deux niveaux, à la partie ingé et à la partie du coup, on va dire initiative professionnelle, enfin, personnelle à côté, qui est côté canal. Mais c'est vrai que dans la partie ingé, ben, je sais pas si c'est un vrai plus, mais en tout cas c'est une ouverture d'esprit. Et sur des chantiers, aujourd'hui par exemple, là je sors de réunion sur l'INSA, et ben c'est hyper intéressant de finalement d'être curieux sur ce qui se passe, d'être curieux sur le détail qui va avoir lieu, de comment ça va se passer, quelle est l'intention architecturale derrière. Alors évidemment on a toujours un petit peu notre avis, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais quelque part au moins se poser la question, voilà, quelle est l'intention derrière, ou quel est vraiment le détail qui va être fait, ou etc. Et de se poser la question, ah bah tiens on aurait pu faire autrement. Ça, c'est pour moi aujourd'hui un plus. Je ne sais pas si ça apporte une plus-value dans ma relation, on va dire, à mon maître d'ouvrage, à mon client, aux architectes avec lesquels je travaille. J'espère en tout cas que ça apporte une plus-value pour eux. Mais ça apporte en tout cas une plus-value pour moi parce que mes journées sont plus intéressantes, mon travail est un peu plus épanoui parce que j'y trouve aussi un intérêt à voir ce que les autres font, à voir comment ils le font, à voir ce que je peux en tirer peut-être, etc. Et c'est cette curiosité-là qui est dans mon travail d'ingénieur qui je trouve, apporte un vrai plus. Et maintenant, si on passe au côté négatif de l'architecture, est-ce qu'il y a quelque chose, comme finalement en 2 ans t'as pris un petit peu de recul, là t'as eu le temps de souffler après la fin de tes études,
est-ce qu'avec du recul, il y a des choses que tu reproches à la formation d'architecte et au monde de l'architecture en général? C'est une question avec une réponse qui sera totalement subjective. Faudra que je froisse personne en répondant. Mais... Après, il y aura la même chose avec les points positifs, parce que enfin, il y a les deux. C'est un petit peu pour savoir ce qui pourrait être amélioré dans ces études et dans. C'est vrai que ce qui est compliqué, enfin, de mon point de vue encore, hein, c'est un avis personnel. Oui, c'est le but. C'est que l'architecture, finalement, c'est quelque chose dans laquelle toujours tout le monde a un avis à donner. Et ce qui, du coup, des fois, peut-être peut perdre un peu de légitimité et ce qui peut être un petit peu frustrant. C'est-à-dire que, bah voilà, on calcule une poutre en béton armé, l'ingénieur dit oui, le gars, il va pas dire non, je suis pas d'accord. Et dans l'architecture, c'est vrai que il y a des choses subjectives, il y a un ressenti, il y a voilà un dessin, une envie, une intention qui des fois peut être rediscutée. C'est ce qui quelque part fait une force de l'architecture, c'est qu'on remet en question, qu'on remouline la chose et on avance comme ça. Mais du coup, quelque part, ça peut être une certaine frustration du fait d'être jamais abouti ou d'être toujours remis en question. Et c'est peut-être quelque part dans les études un petit peu ce qui m'a frustré quelquefois, c'est un peu cette insatisfaction permanente qui peut apporter une vraie richesse au projet, mais qui des fois peut aussi apporter un peu une certaine frustration. Moi, je me répète un petit peu, mais donc ça c'est quelque chose qui quelque part dans l'architecture des fois me donne moins envie de m'y pencher. Mais en même temps, bon, effectivement c'est une richesse. Après c'est vrai que dans les études, mais je pense que dans les études d'ingénierie c'est un petit peu pareil. Ce qui manque, je pense, c'est une vraie relation au terrain et une vraie relation à ce qui se passe sur chantier, à ce qui est vraiment le métier ou ce qui peut vraiment se passer. On est parfois un petit peu déconnecté quand on est dans le petit monde, voilà, on fait nos projets un petit peu seul et on se rend compte que demain un projet il se fait jamais seul, il a toujours énormément de contraintes, énormément de caractéristiques, énormément d'intervenants différents qui vont interagir. Et ça peut-être c'est quelque chose qui m'a manqué dans mes études, c'est de me rendre compte qu'un projet ne se fait jamais seul, qu'il y a beaucoup de paramètres et qu'il ne faut pas les oublier et que quelque part la richesse du projet c'est aussi savoir un petit peu imbriquer tous ces paramètres entre eux, travailler avec toutes ces contraintes et en faire une réussite. Voilà. Je pense qu'une vraie relation au terrain devrait être plus développée, peut-être plus d'intervenants extérieurs, j'en sais rien, peut-être plus de stages, etc. Mais je pense que ça serait un plus pour les gens de se rendre compte de comment ça se passe après. Et du coup, qu'est-ce qui fonctionne déjà bien pendant les études, au contraire? Ce qui fonctionne déjà bien, c'est un petit peu paradoxal, ce que je vais dire, mais c'est qu'au final, ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est des fois, pendant les études, on arrive à nous préserver de ces contraintes-là, et ça nous donne libre cours à notre créativité. C'est un petit peu paradoxal, je me contredis avec ce que j'ai dit juste avant, mais c'est cet équilibre-là qui est pas toujours évident à trouver, et qui des fois peut être négatif pour certaines personnes. Tu peux le ressentir sur un projet en disant, voilà, j'ai l'impression de me faire marcher dessus, de pas être arrivé au bout, d'être frustré d'avoir fait un projet de merde, excusez-moi du terme. Mais quelque part, c'est aussi ce potentiel que tu as dans les études, c'est de dire, je suis pas dans la vie de tous les jours, je peux faire libre cours à ma créativité, je peux explorer plein de pistes, que derrière, c'est des idées dans lesquelles je pourrais garder dans mon travail de tous les jours. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous laisse certaines libertés sans nous restreindre. Un petit peu paradoxal, hein, je sais bien. Mais... Non. Je sais, la première fois que j'ai fait un stage du coup dans une agence où j'ai fait beaucoup de suivi de chantier et de choses techniques, c'était super intéressant, mais c'était vraiment, j'avais l'impression de découvrir un nouveau monde et je découvrais un métier qui n'était pas du tout celui qu'on avait étudié pendant les études. Je pense qu'en fait, ce qu'on étudie pendant les études, justement, c'est pas un métier. Le métier, il vient, on va travailler, on va être embauché par telle et telle agence, tel et tel bureau d'études. Peut-être un jour on ouvrira notre petit truc. Là, ça sera un métier, on y travaillera. Il y aura un impact économique derrière, hein, qui est présent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut pas négliger. Tous les jours tous nos jours de travail sont basés à la base sur un aspect économique. Ce qu'on n'a pas du tout dans les études. Et c'est vrai que je pense qu'on n'apprend pas un métier forcément à l'INSA, mais on apprend des méthodes, on apprend peut-être à maîtriser ses envies, à les caler, etc. Et je pense que ça, c'est deux choses à séparer et à en être conscient. Et je pense que c'est peut-être bien comme ça. Et finalement, alors ça, c'est un petit peu la question qui sera peut-être supprimée, hein, j'en sais rien. J'ai préparé ça. Censuré. Je pensais ouvrir le podcast avec une citation totalement hors contexte. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué pendant tes études, une phrase de quelqu'un que t'es pas obligé de citer, ou alors une citation que tu voudrais donner un conseil aux
aux gens qui écoutent sur l'architecture en général ou sur le métier en général. Si t'as pas d'idée, on pourra supprimer la question. Non, je suis un peu pris au dépourvu, mais c'est pas grave. Comme ça, sur le vif, j'ai pas forcément de citations ou de phrases de profs qui m'auraient, je sais pas, servi de leitmotiv ou de ligne directrice toutes mes études et toute ma carrière qui arrive. Donc aucun traumatisme non plus, a priori? Normalement pas au niveau d'une simple phrase, mais il y a des choses qui restent, il y a des souvenirs qui restent, bons et mauvais, mais je sais qu'il y a un mot qui revient souvent dans mon esprit quand j'ai besoin un petit peu de me poser, c'est le mot un petit peu d'équilibre. Et je cherche toujours à trouver un équilibre entre plusieurs choses, que ça soit personnel, on va dire, entre une vie professionnelle, une vie personnelle, du temps que tu passes, etc. Mais aussi dans l'architecture, un équilibre entre quelque chose qui va être pétant, quelque chose qui va satisfaire un client, quelque chose qui va te satisfaire toi. Et je trouve que c'est toujours intéressant, des fois, quand on se sent un petit peu perdu, de prendre un peu de recul, de se dire, ok, aujourd'hui, quel est mon équilibre ? Il faut que toujours je retrouve un certain épanouissement, une certaine satisfaction, tout en répondant à des besoins. Et je pense que quand tu as cet équilibre-là qui est perdu, c'est pas bon. Il faut se poser la question, il faut se remettre en question. Donc voilà, c'est un peu des fois ma façon de penser, de me dire, écoutez, là aujourd'hui, comment je m'équilibre dans tout ça, comment je me retrouve un petit peu, de prendre un petit peu de recul, de se dire, ok, voilà, je m'y retrouve de cette façon-là. Voilà. Ça peut aider, ça peut servir d'incitation, j'en sais rien. Mais... C'est quand même pas mal comme conseil de prendre de recul pour savoir où on en est dans notre équilibre. Et si on se projette vers le futur, est-ce que maintenant tu serais prêt à te relancer dans l'architecture professionnellement, vraiment à plein temps dans le futur? Est-ce que tu envisages, ou alors maintenant tu es bien en ingénierie et avec ton projet Côté Canal en parallèle, et c'est un équilibre justement qui te convient, ou alors dans le futur tu te projettes, tu dis peut-être dans 10 ans je vais me relancer en architecture. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, pour reprendre le mot, c'est un équilibre qui me convient, mais qui va évoluer. Et je pense que quand je me suis lancé un peu dans le monde professionnel, comme on va tous le faire, comme certains l'ont déjà fait depuis longtemps, on se fait un petit peu des idées, on se dit voilà, où est-ce que je suis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et c'est vrai que j'ai un petit peu basé mon objectif là-dessus en me disant je vais me faire une bonne expérience travaux, une bonne expérience chantier avant pour savoir un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie, comment les choses fonctionnent vraiment, comment les choses se réalisent, comment les choses s'imbriquent entre elles. Et derrière, j'aimerais bien avoir ce que me propose un peu la suite, etc. Mais c'est passer dans une partie peut-être plus de conception, peut-être plus de gestion de projet en amont, etc. en ayant ce bagage du chantier. Donc j'aimerais bien évoluer dans ce sens-là. En architecture ou en ingénierie, je sais pas trop. Je pense que j'ai ce besoin de créativité. C'est des choses en tout cas qui m'apportent satisfaction. Donc j'aimerais bien trouver mon équilibre via quelque chose un peu plus de créativité, enfin qui fait appel à ma créativité par la suite. Maintenant on verra. Mais c'est sûr que j'ai envie d'évoluer. Ça c'est certain. Et j'ai envie de profiter de l'expérience que j'ai aujourd'hui, que ce soit par Côté Canal d'ailleurs ou par mon travail de responsable travaux, au service d'autres projets, au service d'autres personnes. J'ai l'impression que ça peut être un vrai plus. Donc tu fermes aucune porte. Aucune porte, à rien. Je veux dire, aujourd'hui... tu es jeune. Voilà, exactement. J'ai eu un diplôme, et quelque part, je travaille dans un métier qui paraît assez logique, mais en même temps, j'ouvre un café. Peut-être que demain, j'en sais rien, j'ouvrirai autre chose, on aura d'autres projets, Côté Canal va se développer, et je ferai que ça, j'en sais rien. Peut-être. Et du coup, ça me permet de transitionner. Je pense que j'ai abordé à peu près tous les sujets dont je voulais parler. Est-ce que maintenant, il y a quelque chose dont tu veux parler ? Est-ce que tu feras une promotion bien flagrante de Côté Canal, ou alors il y a quelque chose dont tu voudrais parler Alors, on fait d'excellentes planches apéro tous les vendredis et samedis soirs, si vous voulez venir. Non, mais... Écoute, comme ça, je sais pas trop, évidemment, j'ai envie à tous de vous faire découvrir ce projet qui est Côté Canal. Vous êtes les bienvenus, c'est pas très loin de Strasbourg. Mais à part ça, à part souhaiter bonne chance à tous ceux qui se posent des questions, à tous ceux qui ont des doutes, et c'est normal, je pense, quand on est des études, on peut trouver sa place, quelle qu'elle soit. Faut pas croire qu'on s'est fermé les portes en faisant ces formations-là et ces études-là. Je pense qu'on peut encore tout faire. Quand on a la faculté et l'envie surtout de s'adapter, on est capable ensuite de certainement faire beaucoup de choses. Ce sera ça la citation. Bon, merci beaucoup d'avoir encore une fois accepté de
de faire le crash test de ce podcast. Merci à toi, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir proposé et de m'avoir fait confiance. En tout cas, c'était super intéressant. Pour moi, à titre personnel, c'est des discussions qui m'apportent beaucoup et j'espère que ça apportera beaucoup à ceux qui écoutent. Donc, merci beaucoup et après, je couperai sur les remerciements préenregistrés Non, mais avec plaisir. pour la musique du générique qui a été faite par Simon Tsika et Darius Afshar et le magazine Biche de l'ENSA de Strasbourg qui a accepté de collaborer dans ce projet. Et je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour vos projets parce que c'est vraiment des choses qu'on doit soutenir, je pense. Donc voilà, plein de réussite. Et merci beaucoup.